Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre magazine sur Télé 50, Décryptage. Comme la thématique l'indique, aujourd'hui nous allons évoquer, décrypter la situation de la province du Lualaba qui vit depuis un temps, comme vous le savez, une situation d'instabilité politique et sociale qui n'est pas sans conséquences. Mon invité, c'est un confrère à la personne de Ben Akili qui évolue au niveau du Lualaba, mais également à Kinshasa, on dira en bref dans le niveau national. Il est journaliste spécialiste en investigation. Il a beaucoup enquêté sur cette province et au moment où cette province est un tout petit peu chamboulée par plus d'une déclaration des forces vives, politiques et sociales, nous aimerions avoir le son de cloche des personnes habilitées. Bonjour et bienvenue. Bonjour Christopher et bonjour à tous les amis qui sont en train de nous suivre. L'année a commencé de manière un peu plus chaude dans la province du Lualaba. Vous le préveniez d'une manière ou d'une autre qu'il y avait stabilité, c'est ce qu'on pensait. Qu'est-ce qui s'est passé tout d'un coup en ce début d'année? Les déclics pour qu'il y ait des déclarations, comme on l'a vu un peu partout dans les médias, sur les réseaux sociaux, contre l'autorité provinciale actuelle. Alors Christopher, vous allez tout simplement comprendre que ceci est la résultante de la mauvaise gestion constatée au niveau de la province du Lualaba pendant une année, depuis que le gouverneur Richard Muyej a été mis en accusation par l'Assemblée provinciale, également rappelé à Kinshasa pour discuter certaines questions concernant bien sûr la province du Lualaba. Et nous, en venant ici, nous les disions. Et beaucoup pensaient que ce que nous étions en train de dire était peut-être de l'acharnement contre Madame Fifi Masuka. Et pourtant, c'était pour nous, en tant que journalistes d'investigation, l'unique manière de pouvoir nous adresser à Madame Masuka pour lui dire que ce que vous êtes en train de faire n'est pas, en tout cas, ne rencontre pas l'assentiment de la population lualabaise. Et elle devrait tirer beaucoup plus d'attention, j'allais dire, avec son entourage, parce que nous avons compris par après que ce sont ses collaborateurs qui l'ont beaucoup induit en erreur. Et quand nous le disions, les gens ne nous ont pas cru. Et aujourd'hui, nous sommes en train de récolter des résultats sur le terrain. Il y a des déclarations qui se font de part et d'autre, non seulement au sein des communautés, mais également au sein des partis politiques. Et pourquoi? Et pire, au sein du parti présidentiel qui est au pouvoir. Mais Ben Akili, pourquoi avoir attendu si longtemps? Si les raisons que vous avancez, notamment la mauvaise gestion, est exacte, pourquoi avoir attendu plus d'une année après pour le dénoncer? Et pour attendre quoi de ces dénonciations? Nous n'avons pas attendu. Non, pas vous, je parle de ces déclarations. Alors. Avant, on n'a pas vu des déclarations. On voyait des reportages, on voyait que tout se passait bien au Lualaba. Le président de la République qui est allé, accueilli triomphalement. Et les Lualabais lui ont promis un second mandat. C'était le triomphe total. On avait l'impression que tout s'est passé bien au Lualaba. Pourquoi toute cette frustration sort seulement maintenant? Est-ce que ce n'est pas un peu du chantage pour essayer de tirer quelques sous auprès de Madame la gouverneure? Je ne le pense pas parce que tout le monde qui a pu peut-être assister à tout ce que Madame fait sur le terrain a compris actuellement que c'était tout simplement de la politique, des bonnes impressions. Il fallait faire voir aux gens que je travaille mieux et je connais mieux Kolwezi. Les gens ont attendu une année après pour aussi faire ce genre de déclarations. Je pense qu'ils étaient en train de chercher, bien sûr, à pouvoir voir ce que Madame devrait faire sur terrain. Parce qu'à l'époque, nous l'avions dit ici, quand Madame a fait toutes ces dénonciations à l'encontre de son titulaire, qui est Richard Muyej, les gens l'ont cru. Les gens lui ont tenu au mot. Et l'on pensait que ce qu'elle a dit, c'était vrai. Et qu'elle devrait venir imposer une autre politique pour mieux diriger la province du Lualaba. Mais l'on s'est rendu compte par après que ce qu'elle est en train de faire, nous et le reste de la population, c'est 1000 fois pire. Ce que nous avions connu pendant quelques années du règne de Muyej. Voilà pourquoi aujourd'hui, ceux-là qui étaient en train de nous suivre, nous en tant que journalistes, et ils ont emboîté les pas. C'est comme qui dirait, nous sommes venus redonner du souffle à tout cela qui était incompris pendant plusieurs mois auprès des gens qui travaillent avec Madame Masuka. Et aujourd'hui, ils se réveillent pour dire, nous ne pouvons pas rester silencieux face à ce genre de situations.
parce que la province mérite mieux, le Lualaba mérite mieux. Est-ce que vous pouvez citer... Le peuple lualabé doit se retrouver par rapport aux richesses qui regorge cette province-là. Alors, est-ce que vous pouvez citer ce que l'on reproche notamment à Madame la gouverneure dans ses différentes déclarations, les similarités, les points communs de toutes les déclarations qui sont tombées Voilà ce qu'on reproche à Madame le vice-gouverneur, que ses collaborateurs aimeraient bien l'appeler gouverneur intérimaire. Madame, quand elle arrive, l'on pensait qu'elle devrait bien sûr unifier tout le monde, mais elle arrive avec une politique des divisions. Il faut diviser pour mieux régner. Vous imaginez que tous ceux-là qui ont travaillé, la plupart des gens qui étaient dans le cabinet pendant que Richard Muyej était encore aux commandes, tout ce monde-là a été mis dehors par la simple raison que vous avez travaillé avec M. Richard Muyej. Et avec ça donne bien sûr de l'instabilité sur le plan social. Vous allez vous rendre compte, Christopher, que l'on arrive à mettre dehors 48 personnes qui travaillaient au sein du gouvernorat des provinces, mais figurez-vous que derrière ces 48 personnes, il y a des familles. Combien de gens s'est retrouvé ou soit était en train bien sûr de trouver gain de cause par rapport au travail qui était fait par ces gens au niveau du gouvernorat des provinces. Ces gens ont été mis dehors. Voilà ce que l'on reproche à Mme Masuka également. Madame amène une politique du favoritisme. Parce qu'aujourd'hui, pour être accepté dans tel ou tel autre domaine, il faut être de l'obédience de Madame Masuka, ou soit il faut être de sa famille la plus proche pour ainsi se retrouver dans son carré. Et cela amène des frustrations dans les chefs de la population lualabaise. Et tous ces membres des partis politiques pensaient qu'avec son avènement, les choses changeraient. Ce que l'on a décrié hier, aujourd'hui, Mme Masuka devrait quand même, en tout cas, en tirer les leçons. Mais ce qu'elle est en train de faire, je n'ai pas honte de le dire. En tout cas, c'est pire qu'avant. C'est pire qu'avant. Nous allons prendre le simple exemple avec sa coopérative Komibakat. Nous l'avions dit dernièrement, autrefois que c'est une coopérative qui est devenue la tout-puissante au niveau de la province du Lualaba. Les gens ne nous ont pas cru. C'est aujourd'hui que les gens commencent à comprendre que tout ce que nous avons fait, tout ce que nous avons mené comme enquête, cela s'avérait vrai. Qu'est-ce que, à votre avis, ces déclarations vont changer dans la donne? Parce que vous venez de le dire, vous dénonciez depuis longtemps, c'est-à-dire que beaucoup de personnes ont remarqué qu'il y avait quelques irrégularités, mais la situation est demeurée la même pendant plus d'une année. Maintenant, qu'est-ce que ces déclarations vont faire pour que les choses changent, à votre avis? Moi, je pense que c'est la même question que nous nous posons, nous, en tant que journalistes. Parce que devant ce genre de situations, l'on se demande pourquoi Kinshasa est resté si muet. Et aujourd'hui, nous avons dépassé plus d'une année, déjà une année dépassée par rapport à la situation que nous sommes en train de vivre actuellement dans la province du Lualaba. Et je crois que c'est à Kinshasa, au gouvernement central, de pouvoir ainsi agir pour nous éviter les pires, parce que nous ne serons pas surpris un jour que l'on se réveille l'un des 4 matins, que l'on nous dise qu'au Lualaba, il y a tumulte. Il y a des communautés qui se sont soulevées parce qu'il n'y a pas de l'harmonie. Les gens ne vivent plus en paix. La paix sociale n'existe plus au Lualaba comme avant. Que personne ne vienne ici mentir à la population nationale qu'au Lualaba, les gens vivent en paix. Non. Nous pensons que Kinshasa doit quand même faire très vite pour résoudre ces problèmes. C'est vrai, il y a des gens ici au niveau de Kinshasa qui sont en train de se retrouver derrière cette situation qui perdure au niveau de la province du Lualaba. Mais nous pensons que si les choses resteraient ainsi, en tout cas, 2023 pour le président de la République dans cette province-là, ce serait un fiasco. Parce qu'aujourd'hui, nous devons quand même le dire que tous ceux-là qui travaillent à côté de Mme Masuka ne travaillent pas dans l'intérêt général du peuple lualabais. C'est justement pour se faire de l'argent sur le dos de la population. Également, c'est taper de maison, c'est payer de voiture. Voilà que l'intérêt général de la population est oublié, classé dans les oubliettes de l'histoire. Et face à ce genre de situation, si Kinshasa reste muet, donc la population comprendrait tout de suite que
il y aurait des autorités au niveau national qui seraient complices. D'ailleurs, quand vous arrivez, Christophe, je vais terminer. D'ailleurs, quand vous descendez au Lualaba, à Kolwezi aujourd'hui, et que vous posez la question, mais pourquoi cette situation perdure? Les gens vous répondront tout de suite. C'est Tshisekedi qui est à la base de cette situation qui s'est vue au Lualaba. Justement, en parlant du président de la République, comme vous l'êtes en train de le citer, est-ce que vous pensez qu'il est du même avis que vous ou une partie de la population qui est en train de tenir ces déclarations? Parce que dans les actes, dans les faits, dans les réalités de ce que l'on voit sur la scène politique, il nous semble que c'est Félix Tshisekedi qui est le premier même soutien de Madame Fifi Masuka. Il l'a portée devant tous les peuples lualabais, il l'a présentée comme la gouverneure, il a applaudi le travail qu'elle effectue sur place. Est-ce que, avec ce soutien de taille du président de la République, Madame Fifi devrait s'inquiéter? Alors là, l'on comprendra que si Madame est en train de chercher à prouver tout le monde que moi, j'ai le soutien total du chef de l'État, on va comprendre tout de suite qu'elle ne travaille pas pour l'intérêt de la Provence. Parce que le poids de la Provence, le poids du Lualaba pèse tellement que Madame ne saurait pas le supporter encore en plusieurs mois. Parce qu'aujourd'hui, si vous allez poser la question à tout celui qui vit à Kolwezi, chef-lieu du Lualaba, quelles sont les réalisations que Madame a pu faire pendant une année qu'elle a pu passer à la tête de cette province-là? Aucune réalisation. Les gens ou ses proches vont tout de suite venir sur vos plateaux pour dire « Madame a asphalté ceci, Madame a fait ceci, Madame a construit des routes, éclairage public ». Mais ce sont des montages financiers purs et simples. Parce que quand vous arrivez au niveau de Kolwezi, les projets de l'éclairage public, les poteaux que nous avons décriés ici, 2000 poteaux pour la ville de Kolwezi, 3000 pour les territoires de la Provence, un poteau qui revenait à $5000, les poteaux qui sont fabriqués en PVC, et vous pensez que ceci, c'est une manière de pouvoir aider la population? Mais non. Madame, pour ne pas être vraiment très, très fort envers elle, elle doit quand même comprendre qu'elle n'a pas su faire quelque chose. Parce qu'elle a juste raté l'occasion d'imprimer sa marque pendant une année à la tête de la province de là-bas. Pourquoi je l'ai dit? Madame Masuka, elle arrive. Ce qu'elle a fait de plus, ce ne sont que des effigies du chef de l'État que l'on a vu, qui sont placardées partout sur l'ensemble de la ville de Kolwezi. Et on ne développe pas une province en flattant l'autorité nationale. On développe une province et sur base des projets concrets qui sont réalisés sur le terrain. Tous les projets que l'on nous présente ici, que Madame a pu... On avait suivi l'un de ses collaborateurs qui dit que Madame a eu à lancer ou asphalter 32 routes, construit 32 routes au niveau de la Provence, mais c'est faux et archi faux. Si vous descendez aujourd'hui à Kolwezi, il n'y a rien qui est fait sur le terrain. Même les routes dont on nous présente, même alors, est-ce qu'une route en terre battue peut-elle coûter plus d'1 million de dollars? Et pourtant, nous savons qu'une route asphaltée coûte 800 000 $ américains. Mais au Lualaba, on nous fait des routes en terre battue qui sont d'ailleurs en très mauvaise qualité, mais l'on va débloquer des sommes d'argent très colossales pour aussi vider les caisses de la province. Mais nous pensons que la situation elle est tellement grave et qu'elle nécessite vraiment l'intervention des autorités nationales. Et aujourd'hui, le Lualaba est saigné sur le plan financier et elle est vraiment saignée. Et nous demandons si réellement c'est lui qui viendra après Madame Masuka pourrait trouver quelque chose dans les comptes. Parce que Madame a eu à signer des dispositions irrévocables auprès de la banque. Ou lorsqu'il y a deux entreprises qui payent leur redevance minière, cet argent est en tout cas déversé dans un compte d'une entreprise qui n'arrive pas à faire un travail de qualité sur le terrain. L'entreprise en question, c'est Invest Congo, qui jusqu'à aujourd'hui a déjà reçu, je crois, près de 18 millions de dollars américains pour nous construire la route Katebi, également Wansela. Mais allez-y sur le terrain, vous allez constater que rien de concret n'est fait. Et vous pensez qu'avec tout ça, nous devons rester silencieux parce que nous travaillons non seulement pour nous, mais plutôt pour des générations futures. Et quand ces générations futures viendront, Christopher, elles poseront des questions. Vous étiez là, quand ces choses étaient en train de se dérouler ainsi, qu'avez-vous fait? Et qu'est-ce qu'on aura comme réponse à donner? Monsieur Akili, vous aviez évoqué tout à l'heure que
ce n'est pas seulement Madame la vice-gouverneure, ou d'ailleurs ce n'est pas elle, mais c'est surtout son entourage, c'est ses collaborateurs qui sont en train de l'induire en erreur. Est-ce que vous pensez qu'il est encore possible qu'elle puisse rectifier les tirs et qu'elle puisse sortir de cette histoire grandie? En tout cas, c'est déjà tard pour elle. Parce que cette histoire a été dénoncée il y a de cela quelques mois et Madame n'a pas su prêter oreille à ça. Elle est continuée comme ça. Parce qu'aujourd'hui, si vous allez poser la question à tous celui qui vit au là-bas, quand est-ce qu'il y a eu le dernier conseil des ministres? Il n'y en a pas. Et comment l'on gère? Comment on a l'atmosphère de la province pour ainsi mener au bon port tous les projets qui ont été initiés? Et ces projets qu'on a dû lancer pour donner l'impression que nous connaissons mieux la souffrance de l'Oualabé ou soit des Colossiens. Mais aujourd'hui, à l'heure actuelle, est-ce que pouvons-nous établir un bilan par rapport à tous ces projets-là lancés? Moi, je me rappelle le 9 janvier 2020, on a lancé les travaux de réhabilitation de la route Ungungandu prolongée. Mais une année après, c'est quoi les résultats sur le terrain? Et l'entreprise qui y travaille, est-ce qu'elle nous présente un travail de qualité? Et toutes ces questions-là restent pendantes. Et quand on va les poser, à qui de droit, on va dire tout de suite, c'est de l'acharnement que nous sommes en train de faire à l'endroit de Mme Asuka. Mais non, nous sommes là pour aider. On n'est pas là non plus également pour plaire, ni pour nuire, mais plutôt, ce que nous faisons, c'est dans le but d'aider l'autorité à mieux faire. Mais nous pensons qu'à l'heure actuelle, il est grand temps que Madame arrive simplement à abdiguer son pouvoir. Parce que si elle continue ainsi, ce serait une honte. Honte pourquoi? Pour toutes les mamans. Parce que les gens l'ont cru. Les gens ont pensé que comme on l'a surnommé, c'était une ange de lumière qui est venue délivrer les lois là-bas. Moi, je me disais à l'époque, délivrer la province sur base de quoi? Parce qu'elle-même, avec Richard Muyej, si aujourd'hui on va incomber des fautes à Richard Muyej qui l'a eu à détourner de l'argent, mais est-ce que Richard a géré celle? L'Assemblée provinciale qui avait mis en accusation le gouverneur de province. Mais selon les observations de l'IGF a pu relever 3 noms, dont Richard Muyej, son ministre des Finances, Achille Mouteteke, qui est également à la base de beaucoup d'erreurs au niveau de la province de là-bas. Si l'on est vraiment sérieux, c'est un monsieur qui devrait être déjà arrêté au jour d'aujourd'hui. Mais il est libre. L'Assemblée provinciale, qu'est-ce qu'elle fait? Donc, l'on a vu que la tête de M. Richard, moi, je ne suis pas un porte-parole de Richard Muyej, mais nous sommes en train de décrypter les faits. Les comptables qui étaient au gouvernorat de province, l'Assemblée a fait quoi de lui? Et on s'en prend simplement à une seule personne, parce que la tête de ces messieurs-là ne plaisait pas à beaucoup des députés. Et voilà aujourd'hui, qu'est-ce que l'on fait? C'est pourquoi j'invite les députés provinciaux à pouvoir relire un ouvrage d'un professeur d'université, Joseph Yav Kachung, qui avait écrit à l'époque l'Assemblée provinciale, pourquoi faire? En parlant de l'Assemblée provinciale, quoi faire, oui. Justement, on ne parle pas beaucoup de l'Assemblée provinciale. À peine depuis le début de l'émission, vous venez à peine d'évoquer l'Assemblée provinciale, alors que vous évoquez d'énormes dysfonctionnements au niveau de la province. Pourquoi l'Assemblée provinciale n'agit pas? Pourquoi l'Assemblée provinciale ne fait rien? Ce sont des questions que nous nous posons du jour au lendemain, Christopher. L'on se demande, sommes-nous devant une véritable représentation du peuple ou bien nous sommes devant des gens qui sont venus justement pour gagner de l'argent? Parce que l'on se demande, est-ce que les députés provinciaux savent les rôles pour lesquels la population a eu à jeter les dévolus sur eux? Est-ce que les députés provinciaux arrivent, bien sûr, à lire les textes qui les régissent? Et toutes ces questions-là, on ne trouve pas réponse à ça. Et ce que les députés trouvent mieux de faire, c'est critiquer la gestion de celui qui était là avant Masuka. Et à l'époque, qu'est-ce qu'ils faisaient? Est-ce qu'ils ont eu à interpeller même un ministre provincial pour dire dans ton secteur, il y a eu ceci, il y a eu cela? Mais non. Aujourd'hui, nous voyons les députés qui sont devenus des acclameurs de l'autorité provinciale. Ce n'est pas ça le rôle d'un député. Le président de l'Assemblée provinciale, qui devrait en tout cas jouer un rôle délicat par rapport à la situation qui sévit actuellement là-bas, mais il est resté muet pendant plusieurs mois. Pendant plusieurs mois, nous nous demandons, le président, l'honorable Louis Kamouni-Toumbo, est-ce que vous voyez la situation qui sévit au là-bas ou bien vous vivez ailleurs? C'est vrai qu'il serait également
comme on l'aurait appris dans les démarches pour qu'il devienne aussi gouverneur au Lualaba. Mais on se demande, l'Assemblée, vous n'avez pas su gérer l'Assemblée provinciale, c'est seulement toute la province, les gouverneurs de la province qu'on va bien gérer. Les députés provinciaux, en tout cas, ont du pain sur la planche. Et je crois au jour d'aujourd'hui, il y a deux classes au niveau de l'Assemblée provinciale. Il y a ceux-là qui sont beaucoup plus rattachés ou attachés à Mme Asuka, et ceux-là qui défendent les valeurs, qui ne défendent pas des individus, mais des valeurs. Aujourd'hui, nous avons des députés qui, leur travail du matin au soir, c'est de défendre des individus. Oh, madame fait mieux. Nous nous demandons, depuis tout ce temps, où étiez-vous? Mais si Fifi était animée de la bonne foi, de mieux gérer, mais à l'époque de Mouyej, elle pouvait prodiguer des conseils à M. Mouyej, qui était son titulaire, qu'ici, nous sommes en train de déraper. Rentrons sur la bonne voie pour mieux aider la province. Elle ne l'a pas fait. Elle a profité lorsqu'il y a eu changement de régime à la tête du pays pour aussi s'autoproclamer comme étant la fille aînée de l'Union sacrée. C'est comme ça qu'on l'appelle au Lualaba. Mais ce sont toujours des changements politiques et l'on se dit c'est ça l'homme. Dont la femme incluse, c'est ça l'homme congolais, l'homme politique congolais. Donc si demain Tshisekedi ne serait pas au pouvoir, donc Fifi serait également prête aux premières à pouvoir quitter également les idéaux de Tshisekedi qu'elle prétend défendre aujourd'hui. Alors pour terminer, c'est également une histoire qui a beaucoup fait parler ces derniers temps sur les réseaux sociaux. On a appris que la garde du gouverneur Richard Mouyej lui a été retirée. Dernièrement, vous parlez de lui encore comme le gouverneur légitime du Lualaba parce qu'il recevait encore son salaire et tout le reste. Mais là, on apprend qu'il n'a pas de sécurité dans ses résidences. Je crois même le salaire a été coupé. Même le salaire également, on a tout coupé. Qu'est-ce qui s'est passé maintenant? Il n'est plus gouverneur. Maintenant, vous êtes convaincu que c'est fini? Non, il est toujours gouverneur. C'est au ministre de l'Intérieur. Sans sécurité. Écoutez, Christophe, c'est au ministre national de l'Intérieur de clarifier cette situation. Parce que lorsqu'il y a eu publication de la liste des gouverneurs, Fifi Mansouka a été repris sur la liste comme étant vice-gouverneur et non même gouverneur intérimaire. La garde de Richard Mouyej retirée. Et vous savez la raison qui a été avancée? Les messieurs étaient en train de regrouper des policiers pour essayer de faire une insurrection au niveau de la province du Lualaba. Mais quand vous regardez d'abord la résidence du gouverneur de province, mais elle ne peut pas contenir plus de 50 personnes. Les raisons avancées dans les documents qui a été rédigé, que non, il y avait 50 éléments de la police dans la résidence du gouverneur Richard Mouyej et que l'on était en train de préparer une insurrection. Mais non. Lorsqu'on n'a pas su gérer, lorsqu'on ne sait pas maîtriser tout un peuple, on ne se fonde pas on ne se base pas sur des mensonges pour essayer de conserver le pouvoir. Mais non. D'abord, la Jeep Escort transporte combien d'éléments de la police? Pour que l'on arrive à dire qu'il y avait 50 éléments de la police au sein de sa résidence. Mais non. Et aujourd'hui, Kinshasa, nous avons appris, Kinshasa est en train de traiter la question, on va lui retourner toute sa garde qui a été retirée. On va retourner cette garde. Et où est-ce que les gens qui travaillent avec Mme Asuka vont encore se retrouver? Qu'est-ce qu'ils nous diront encore dans les jours à venir? Parce que l'on a compris tout simplement qu'il y a une politique de diabolisation. L'on veut justement s'attaquer aux individus. L'on veut justement diaboliser les personnes pour qu'elles restent sans tâche. Et pourtant, ce que les personnes sont en train de faire au niveau de là-bas actuellement, c'est vraiment pire. C'est vraiment pire. Il y a son directeur de cabinet, qui autrefois, mon confrère Henri Lévôtre-Kalala vous a même montré des images, les messieurs en train de signer des contrats qui engagent la province dans un bar. Mais nous avons compris, vous savez, lorsque vous portez un nom, lorsque les parents vous font porter un nom, donc ce nom-là a de l'influence. Le monsieur s'appelle John Toka. Chez les Louba, Toka veut dire serpent. Un serpent d'ailleurs très rusé. Et quand vous voyez la personne, les messieurs caractérisés par la ruse, il ne veut pas que les autres se retrouvent. Ce n'est pas comme ça qu'on doit aider l'autorité. Aujourd'hui, madame a compris qu'il fallait bien sûr les dépouiller de tout son pouvoir, mais qui joue son rôle? Il est utilisé d'une manière officieuse, mais qui joue le rôle de son directeur de cabinet aujourd'hui?
l'on va le dire dans les jours à venir. Merci. Parce que ce que nous vivons au Lualaba, c'est pire. C'est pire, Christopher. Je vais revenir sur cette lettre, note circulaire du VPM. Le VPM a instruit les gouverneurs en fonction, les vice-gouverneurs qui assument l'intérim et les gouverneurs à l'intérim, de ne plus en tout cas suspendre les gens sans son aval. Il faut d'abord envoyer, ou soit faire voir au ministre de tutelle que tel agent a fait ceci, a fait cela, et le ministère pourrait bien sûr, dans la mesure des choses, vous permettre à suspendre. Mais au Lualaba, quand le ministre a écrit, il faut exécuter, il fallait que tous les révoqués et les suspendus reprennent le travail. Mais au Lualaba, personne n'a repris le travail. Et pourtant, dans d'autres provinces, nous avons appris, on est en train même de payer les révoqués et les suspendus. Après leur paiement, ils vont reprendre le travail. Au Lualaba, certains ministres ont même écrit au gouverneur, au vice-gouverneur Fifi Masuka, mais vous savez la réponse qui a été réservée à ces derniers? Madame signe un document pour dire que vous n'êtes pas des personnels administratifs, vous êtes des politiques. Alors c'est difficile pour vous de reprendre le boulot. Donc on fait tête dure à qui? On veut s'en prendre à qui? Et après on va dire que nous sommes en train de gérer. Voilà comment Madame Masuka est en tout cas imbibée dans des fautes graves d'administration. Merci. Et nous demandons quand est-ce qu'elle va se relever pour voir au tiré et au clair la situation qui s'est vue au Lualaba. Il faut également que Kinshasa intervienne. Sinon, je l'ai dit sans honte, en 2023, et que la situation perdure ici, les Lualaba, en tout cas, ne seraient pas partie prenante pour le chef de l'État actuel. Merci, confrère Ben Akili, pour toutes ces informations, d'avoir décrypté avec nous la situation sociopolitique du Lualaba. On sait à présent ce qui se passe. On est entré un tout petit peu dans les profondeurs. On espère qu'on aura le temps d'y revenir très prochainement. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à vous de nous avoir suivis. Restez fidèles au programme de votre chaîne Télé 50. Vivez heureux, vivez 100 ans, mesdames et messieurs.